Bon, est-ce que le son est bon? Oui, ça fonctionne. La caméra tourne, tout va bien? Génial. Bon, bah, je crois qu'on est parti. Donc je m'appelle Amaëlle Guiton, je suis journaliste, j'ai fait pas mal de radio ces dernières années, je fais beaucoup de web maintenant, et j'ai écrit un bouquin sur les hackers. Je m'intéresse essentiellement aux politiques numériques, aux questions de liberté sur Internet et aux communautés hackers, parce que, alors je vous apprends rien, hein, vu dans quel département vous étudiez, on est dans un monde de plus en plus connecté, on est dans un monde où il y a de plus en plus de technologie dans notre quotidien. Ça peut nous libérer par bien des aspects, ça peut aussi complètement nous enfermer. C'est un enjeu de société assez fondamental, à mon sens, aujourd'hui. Et les hackers sont des gens pour qui la technologie et l'Internet en particulier sont des outils de créativité depuis très longtemps, enfin depuis le début. Et ce sont des gens qui s'engagent de plus en plus pour préserver ces potentialités de créativité, ces potentialités de libération et échapper aux aspects justement les plus enfermants. Alors c'est vrai que quand on dit hacker, moi au moment où j'ai commencé à m'y intéresser, j'avais un peu, et peut-être vous aussi, cette image-là en tête, hein, c'est-à-dire le type avec un hoodie derrière son écran d'ordinateur qui fait des intrusions de système, qui, voilà, pour des raisons plus ou moins avouables, et qui est assez asocial. Alors ça peut effectivement être ça, hein, ça fait partie de la réalité, mais c'est quand même une vision pour le moins partielle et pour le moins partiale, parce que ça peut pas du tout être ça aussi. Et si on reprend l'affaire un peu historiquement, en fait les premiers hackers, ils ressemblaient plutôt à ça. Alors évidemment, c'est pas tout à fait la même chose. Là, vous avez donc des prototypes de nerds à lunettes d'une université américaine. Et c'est plutôt ça, effectivement, le début des communautés hackers. On va repartir, du coup, faire un long retour en arrière. À une époque où les ordinateurs, ça ressemblait à ça. Voilà, ça c'est l'ancêtre de vos smartphones quand même. Ça prenait une pièce entière, c'était très compliqué. Et cette histoire assez fabuleuse du début du mouvement hacker est racontée par un livre que je ne saurais que trop vous conseiller, par un grand journaliste américain qui s'appelle Steven Levy. C'est sorti en 1984, donc ça fait un bail. Hackers, Heroes of the Computer Revolution, les héros de la révolution informatique. Comme on a de la chance à retardement, il a été traduit en français et publié cette année sous le titre L'éthique des hackers. Oui, ouais, ça a mis du temps, hein, 19 ans quand même. C'est dommage parce que cet homme-là a écrit d'autres livres intéressants. Si on attend 19 ans pour les avoir, ça nous envoie loin. Mais bon, au moins quand même, on l'a maintenant en français. C'est un gros pavé comme ça, hein, ça fait 300-400 pages. Ça se lit comme un roman et ça parle de cette histoire donc, qui a commencé à Boston, sur la côte est des États-Unis, au Massachusetts Institute of Technology. Et les premiers hackers, en fait, ils faisaient partie d'un truc qui s'appelait le TMRC, Tech Model Railroad Club, qui était en fait un club de modélisme ferroviaire, voilà, qui est né en 1946, je regarde mes notes. Et il y avait deux catégories d'étudiants en fait qui faisaient partie de ce club. Il y avait ceux qui faisaient des modèles de petits trains et puis il y avait ceux qui faisaient les circuits. Et ceux qui faisaient les circuits, à partir donc de la fin des années 40, qui s'intéressaient à tous ces aspects-là, quand ils ont vu arriver les premiers gros ordinateurs dans les années 50, ils sont devenus dingues. C'était un truc de fou, c'était des énormes jouets. Alors d'ailleurs, ouais, petite incise, hein, le terme hacker vient du verbe to hack, qui veut dire hacher, taillader, couper en morceaux. Et ça vient justement directement de cette histoire de club de modélisme ferroviaire, parce que c'était ce qu'ils faisaient avec les circuits en fait. D'où, voilà, le hacker au départ, c'est quelqu'un qui coupe des petits bouts. Et donc toujours est-il que quand ils ont vu arriver ces gros ordinateurs, ils ont eu un seul truc en tête, c'était de s'en approcher. Des ordinateurs qui étaient hébergés dans les départements, les premiers départements hein, de ce qu'on appelle AI, Artificial Intelligence, donc intelligence artificielle. Et ils ont eu qu'une envie, c'était de s'en approcher, c'était de comprendre comment ça marchait, ces gros trucs. C'était compliqué de s'en approcher parce que c'était très régulé à l'époque. Il fallait montrer patte blanche au directeur de département, etc. Il y a des anecdotes assez croustillantes hein, sur ces étudiants qui, du coup, s'inscrivaient pour des séances la nuit, essayaient de passer les portes, pour donc s'approcher de ces trucs qu'il fallait commander par carte perforée. Hein. Ça nous renvoie quand même un peu au temps des Romains et des lampes à pétrole.
pétrole. Mais toujours est-il que voilà, ce qu'ils voulaient, c'était comprendre comment ça marchait, c'était s'en servir, c'était tester des trucs, c'était mettre les mains dedans, et c'était leur faire de nouvelles choses. Et la définition du hacker par l'encyclopédie collaborative Wikipédia, que vous connaissez tous, c'est ça, c'est comprendre, bidouiller, détourner, voilà, en 3 mots. Et jouer aussi, alors ça moi je le rajoute, c'est parce qu'il y a eu toujours, je sais que voilà, vous vous intéressez aux jeux, il y a eu une conférence sur les serious games cet après-midi, les hackers ont toujours eu, et depuis le début, un esprit ludique extrêmement fort. Quand ils ont su faire des trucs aux premiers ordinateurs, il y a 2 choses qu'ils ont fait très vite, c'est qu'ils leur ont fait faire de la musique, et ils ont programmé des jeux vidéo. Voilà, ça a fait partie quand même des premiers usages ludiques de cette affaire-là. Alors puis c'est aussi la joie d'apprendre, hein, tout simplement. Mais voilà, les premiers hackers, c'était ça. C'était des étudiants à lunettes qui rôdaient autour des ordinateurs et qui leur ont fait faire des trucs. Alors, ces premières communautés, elles vont élaborer un vrai système de valeurs, ce qu'on appelle une éthique. L'éthique hacker, hein, c'est le titre donc de la traduction française du livre de Steven Levy. C'est une manière de fonctionner, une manière de travailler ensemble qui a justement été formalisée par ce journaliste américain dans les années 80. Je vais m'y arrêter un peu longuement parce que quand on remonte aussi loin que ça, on comprend beaucoup de choses en fait, des outils auxquels vous avez accès tous les jours, que ce soit les ordinateurs ou Internet. Une éthique qui tient en 6 points. Le premier, c'est ça, l'accès aux ordinateurs et à tout ce qui peut nous apprendre quelque chose sur la marche du monde doit être total et sans restriction. Appliquez toujours ce principe, faites-le vous-même. C'est dès le début, pour eux, l'ordinateur, c'est un outil de connaissance. Il faut pouvoir mettre les mains dedans, c'est absolument essentiel. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver sur la longueur, c'est-à-dire que dans les années 60, 70, les hackers du coup de Californie, ceux qui vont travailler sur les premiers ordinateurs personnels, dont un certain Steve Jobs, hein, par ailleurs, pour eux, c'est ça. Leur idée, c'est d'amener l'ordinateur à tout le monde. Et ça, dès les années 50, ils avaient déjà ça en tête. Et puis, c'est quelque chose, évidemment, qu'on va retrouver dans le mouvement du logiciel libre. L'idée qu'un ordinateur, un programme, on doit pouvoir mettre les mains dedans, on doit pouvoir savoir comment ça marche, on doit pouvoir modifier ça librement. C'est un truc qui est vraiment fondamental. Deuxième point, tout aussi fondamental, l'information doit être libre parce que le partage d'informations, ça permet d'améliorer les systèmes. On ne va pas réinventer la roue à chaque fois. Et quand l'information ne circule pas, on y perd de l'intelligence, on y perd de l'énergie, on y perd de l'efficacité. C'est même pas idéologique à la base, hein. C'est vraiment une question d'efficacité. Alors ce qui est intéressant dans cette petite phrase, hein, l'information doit être libre, c'est que si vous suivez un peu l'actualité, c'est aussi la devise de Wikileaks. Et d'une certaine manière, l'information qui à l'époque était entendue au sens technique, avec Wikileaks, c'est aussi l'information au sens social qui doit circuler. Et ça fait vraiment partie des principes fondamentaux. Troisième point, assez intéressant, vous allez le voir. Défier le pouvoir, défendez la décentralisation. C'est-à-dire que chez ces étudiants des années 50, on se méfie de l'autorité universitaire, on se méfie des gouvernements, on se méfie des grandes entreprises, on aime bien ce qui est complètement distribué, on aime bien les systèmes ouverts. Il y a quelque chose évidemment de très libertaire hein, là-dedans, voire de libertarien, parce que c'est aussi une culture qui est très très américaine. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est précisément comme ça qu'a été élaboré Internet. Internet est un réseau ouvert et décentralisé où, comme on dit, l'intelligence est à la périphérie et pas au centre. Voilà. Et c'est un système horizontal. Donc évidemment, on voit quels effets ça a eu après, parce que ces gens-là, évidemment, ont quand même construit des outils qui se sont mis à servir à énormément de personnes. Quatrième point de l'éthique hacker. On doit être jugé sur ses résultats et non sur ses diplômes, son âge, sa race, sa classe. Alors, j'ai mis ce petit mème Internet que vous connaissez peut-être. Hein. Sur Internet, personne ne sait que vous êtes un chien. Alors, en général, on se sert plutôt de cette image pour parler de l'anonymat. Mais finalement, ça colle aussi assez bien avec ce point d'éthique, de méritocratie, finalement, qui a été vraiment appliqué. Hein. C'est-à-dire qu'à la fin des années 50 au MIT, il y avait un des membres, justement, de cette petite communauté d'étudiants hackers qui avait 12 ans.
Donc il n'était pas étudiant à MIT en l'occurrence. Il s'appelait Peter Dutch, il avait 12 ans, il est venu les voir, il a voulu jouer lui aussi avec les ordinateurs, et comme il était extrêmement brillant et qu'il participait à l'élaboration collective du savoir et qu'il était vachement bon et que c'était un vrai hacker, et ben, qu'il ait 12 ans ou pas, en fait tout le monde s'en foutait. C'est à la fois intéressant, ça a de grandes potentialités, hein, on s'en rend compte. En même temps, ça a été aussi d'une certaine manière une faiblesse. Je dis ça a été parce que ça bouge un peu aujourd'hui. Mais quand on part de ce point de vue-là, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est vraiment ce qu'on fait et pas ce qu'on est, on peut aussi ne pas se rendre compte pendant très longtemps, pendant même des décennies, que quand même, hein, avec les ordinateurs et avec Internet, on est vachement entre garçons blancs occidentaux. Voilà. Il n'y a pas de filles, que voilà, il n'y a pas de gens d'autres pays, et ça peut nourrir une espèce d'impensée sociale, on va dire. 5e point, que j'aime beaucoup, on peut créer de la beauté et de l'art avec un ordinateur. Et c'est pas seulement le résultat du programme, hein, qui peut être de la beauté ou de l'art, c'est pas seulement parce qu'on peut faire de la musique ou de l'image avec un ordinateur, c'est le code lui-même. C'est des communautés où on est persuadé qu'il y a une beauté intrinsèque du code et un sens de la virtuosité qui est très très fort. Alors si vous faites de l'internet, j'imagine que vous avez tous été amenés à coder du HTML un peu, enfin en tout cas je vous le souhaite, parce que c'est toujours intéressant quand même de mettre le nez là-dedans. Et moi je sais que, parce que comme je suis presque une vieille chose, quand, au début de l'internet grand public, j'ai appris à coder en HTML et j'ai utilisé aussi des éditeurs What you see is what you get. Et je me suis rendu compte de ce que c'était la différence entre du code propre et du code sale, quoi, où il y a des trucs bizarres qui traînent. Il y a toujours plusieurs manières de régler un problème. Et chez les hackers, il y a ce sens de la virtuosité, ce sens de la manière la plus élégante aussi de faire les choses. Et puis alors, dernier point de l'éthique hacker, les ordinateurs peuvent changer la vie, alors à plein d'égards. Hein. Ils peuvent, parce que l'ordinateur permet d'agir sur son environnement. Il y a un très beau mot en américain, on a beaucoup de mal d'ailleurs à trouver une traduction française vraiment aussi fine. C'est le terme d'empowerment. Alors on dit pouvoir d'agir ou capacitation, mais il y a vraiment cette conviction que l'ordinateur, que la technologie permettent de reprendre la main sur son environnement. Et puis il y a aussi évidemment un autre aspect, hein, dans cette phrase, c'est que ça change la vie aussi parce qu'on apprend et que l'apprentissage lui-même, la démarche de connaissance, la joie de découvrir, c'est quelque chose qui, dans les communautés hackers, les gens considèrent que ça change leur vie à eux. Et ça, c'est quand même un élément assez fondamental. Alors, vous aurez peut-être remarqué que dans tout ça, voilà, je vous préviens, j'ai mis beaucoup de chats parce que le chat est quand même l'animal totémique sur Internet et que ça me semblait effectivement donc indispensable d'en faire profiter tout le monde. Celui-ci est très mignon, vous l'aurez remarqué. Donc, dans ces 6 points de l'éthique hacker, vous ne vous aura probablement pas échappé qu'il n'y a pas de notion morale, c'est-à-dire on ne dit rien des usages, on ne dit rien de ce qui est bien ou de ce qui est mal, et en plus, comme on l'a vu, hein, c'est une culture où le rapport à l'autorité est pour le moins complexe, ce qui veut dire que souvent, et c'est aussi pour ça que les hackers ont cette image parfois un peu trouble, la question de ce qu'on fait avec ce qu'on a dans les mains se pose en général plus en termes de légitimité qu'en termes de légalité. Pourquoi j'agis? Quel sens ça a? Je vais donner un exemple qui est très connu. Il y a un club de hackers en Allemagne, à Berlin, très ancien, qui est né en 1981, qui s'appelle le Chaos Computer Club. Ce sont des experts en sécurité informatique. Voilà, c'est vraiment ça leur spécialité. Et en 1984, ce club de hackers a trouvé une faille dans l'équivalent allemand du Minitel, ça s'appelait le Bildschirmtext, et ils ont détourné 134 000 Deutschmark. Ils les ont rendus le lendemain. Donc évidemment, c'est pas légal, hein, et d'ailleurs on le leur a beaucoup reproché. Mais ça a été extraordinairement efficace, c'est-à-dire que en termes médiatiques, pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur le fait que cet outil qu'on vendait comme hyper sécurisé était en fait blindé de trous, ça a été d'une efficacité redoutable. Et voilà, ça c'est typiquement un exemple de parfois cette distinction entre légalité et légitimité. Alors on utilise souvent des distinguos sur les chapeaux blancs et les chapeaux noirs, les white hats et les black hats.
la question, c'est effectivement pourquoi est-ce qu'on agit? Est-ce qu'on agit pour son intérêt personnel? Est-ce qu'on agit pour le bien de la communauté? Est-ce qu'on rend public les failles qu'on trouve, etc. Moi, je sais qu'il y a une distinction que je trouve en général assez pertinente, c'est celle-ci. C'est la différence entre le hacker et le cracker. Ça, c'est ce que dit le théoricien du mouvement open source, Éric Raymond, qui est donc un hacker de haut vol. Il dit le hacker construit quand le cracker casse. Donc effectivement, la question, c'est bien qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a dans les mains, dans quels objectifs. Et en général, voilà, le débat, on va dire que le débat moral est généralement réglé de cette manière. Alors après, ça peut parfois faire débat, hein, parce que c'est vrai que cette question de la virtuosité technique, elle est aussi très importante. Est-ce qu'on considère, par exemple, que l'unité spéciale de la NSA, par exemple, dont vous avez peut-être entendu parler, hein, ils ont une unité de hackers qui cassent plein de trucs, enfin, voilà, qui trouvent des failles. Est-ce que ce sont encore des hackers? Est-ce que ce sont des crackers? Parce que là, effectivement, voilà, ils agissent pour le compte d'un gouvernement, mais ils font des choses qui peuvent être considérées comme moralement condamnables et comme assez peu légitimes. La question de la politique, il n'y a pas forcément de notion morale dans l'éthique hacker. En revanche, il y a dès le départ une dimension politique. Et oui, j'ai mis aussi des pingouins. Voilà. Parce que ce sont aussi des animaux sympathiques. Là, pour le coup, c'est l'animal totem du mouvement du logiciel libre. Hein. En l'occurrence, le pingouin, c'est l'emblème de Linux, dont je dirai un mot tout à l'heure. Donc, une dimension politique dès le départ, effectivement, parce que quand on dit libre accès à la connaissance, quand on dit circulation de l'information, quand on dit décentralisation, quand on dit logique horizontale, il y a une dimension très libertaire, évidemment, et on le sent bien. Donc, il y a de la politique dès le départ. Simplement, c'est plus, au départ, un modèle de communauté qu'un modèle de société. Les hackers des années 50, ils ne se préoccupaient pas du tout de politique. Hein. Ils étaient au MIT entre eux, ils vivaient un peu en bulle, ils bidouillaient avec des gros ordis, ils allaient au resto chinois, en général 3 à 4 fois par semaine, où ils commandaient dans des menus où c'était écrit que en chinois d'ailleurs. Donc ils ont testé toute la carte jusqu'à la connaître absolument par cœur et pouvoir faire des mélanges. Donc voilà, on voit comment la démarche de hacking elle peut s'appliquer à des choses qui ne relèvent pas uniquement du code, mais ils ne se préoccupaient pas du tout de politique. Et ça va commencer à changer dans les années 60 et 70 avec justement les hackers californiens, pour le coup, voilà, de l'autre côté des États-Unis, ceux de la Silicon Valley, ceux qui ont travaillé sur l'ordinateur personnel, des gens comme Steve Jobs, des gens comme Steve Wozniak, etc., qui étaient complètement imprégnés de la contre-culture hippie. Voilà, ils ont probablement pris des substances relativement prohibées à l'époque, mais ils avaient en tout cas déjà cette idée qu'on pouvait changer la société. On retrouve aussi la même chose chez les gens qui ont participé à construire Internet. Internet a été construit par des militaires, par des universitaires et par des hackers quand même, parce qu'il y avait pas mal d'universitaires qui étaient eux-mêmes des hackers. Et toute cette génération-là a été complètement imprégnée de cette contre-culture hippie, où on est à la fois encore dans la communauté, parce qu'on veut changer sa vie, et en même temps déjà dans l'aspiration au changement social, c'est-à-dire changer la vie de tout le monde. Et on peut dire qu'ils y ont en partie réussi, peut-être pas exactement comme ils l'imaginaient d'ailleurs, j'en sais trop rien, mais ils ont quand même construit des outils qui ont modelé des pratiques. Ils ont construit un réseau horizontal, décentralisé, où chacun est à la fois récepteur et émetteur, et qui est qui change aussi les rapports sociaux, les rapports politiques, qui a développé des modèles collaboratifs, des projets ouverts, j'aurai l'occasion d'y revenir. Et puis effectivement, l'ordinateur personnel et Internet, moi j'ai tendance à dire que c'est de l'éthique hacker infusée. C'est-à-dire que cet esprit quand même de décentralisation, d'ouverture, etc., ça a imprégné énormément de gens culturellement qui ont grandi avec ces outils-là, qui ont grandi avec le réseau, donc y compris vous d'ailleurs, sans doute. Et infusée, c'est à la fois parce qu'effectivement, elle a pollinisé, et puis elle s'est probablement d'ailleurs en partie diluée. Hein. Les hackers des années 50, des fois ils disent que finalement il ne reste plus rien de ce qu'ils étaient, ce qui est à la fois extrêmement faux, et puis probablement un peu vrai.
vrai parce que les choses ont changé. Donc on voit quand même à quel point il y a une dimension politique très forte dans le hacking dès le début, et aussi parce que il y a eu un phénomène de politisation et d'engagement qui est lié à l'histoire du réseau. Il y a un monsieur assez étonnant qui s'appelle John Perry Barlow, qui a été parolier d'un groupe de musique, de rock des années 70 qui s'appelait le Grateful Dead, peut-être certains d'entre vous connaissent, et qui a été très tôt sur Internet, et qui a été un des cofondateurs d'une association de défense des libertés sur Internet qui s'appelle l'Electronic Frontier Foundation. John Perry Barlow a écrit en 1996 un texte moi, que je trouve assez beau finalement, parce qu'il est très lyrique, qui s'appelle la déclaration d'indépendance du cyberespace. C'est-à-dire que Internet a été vraiment perçu par ses premiers fabricants et par ses premiers habitants, si on peut dire, comme une espèce de nouvelle frontière. C'est un nouveau monde dont on va s'emparer pour créer une autre société, la société comme on la rêve, et une société dans laquelle justement on ne soit pas, entre guillemets, emmerdé par les lois anciennes. On va essayer de réinventer sa vie, de réinventer la vie, de réinventer les rapports sociaux, de se réinventer une communauté. Et dans ce texte, donc de 96, John Perry Barlow donc s'adresse en fait au gouvernement qui commence à s'intéresser à Internet, aux grandes entreprises qui commencent à s'intéresser à Internet et à y débarquer, etc. Et ce qu'il leur dit, c'est « vous n'êtes pas chez vous ». Laissez-nous tranquilles, laissez-nous construire une autre société avec d'autres rapports entre nous, avec, voilà, c'est assez de l'autorité, assez de la centralisation. On est en train d'inventer une société meilleure, foutez-nous la paix, barrez-vous. En gros, c'est une déclaration de sécession, la déclaration d'indépendance du cyberespace. Donc c'est à la fois assez beau dans la manière dont c'est écrit, et puis en même temps, s'il écrit ça, ça veut dire qu'il est déjà trop tard, en fait. Voilà, c'est que le vieux monde, il est en train de rattraper le nouveau, clairement. Il n'y a plus seulement les indigènes de l'Internet, hein, comme certains s'appellent encore aujourd'hui. Il y a des enjeux politiques tout à coup qui apparaissent, il y a des enjeux économiques, et Internet, ça devient chez tout le monde. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, qui change complètement la perception que ces pères fondateurs avaient de leur propre outil. Alors peut-être que vous avez entendu, il y a quelques années, notre précédent président de la République, Nicolas Sarkozy, parlait d'Internet civilisé. Il disait « je ne veux même pas l'Internet régulé, je veux l'Internet civilisé ». Et rien que ce mot dit quand même à quel point c'est envisagé comme un repère de barbares, manifestement, ou d'indiens. Enfin, il y a un côté cow-boy et peau rouge. C'est l'Ouest sauvage aussi, d'une certaine manière. Et la question de la régulation, évidemment, c'est une question fondamentale, mais la question, c'est évidemment pour qui elle se fait. Pour qui elle se fait et pourquoi. Alors, du coup, moi j'aurais tendance à lire cette émergence de ce qu'on appelle le hacktivisme, hein, comme son nom l'indique, hacking et activisme, donc l'engagement militant de ces communautés hackers qui est de plus en plus fort, comme une espèce de réaction épidermique ou de réaction immunitaire de ces premiers habitants du réseau qui ont eu l'impression que tout à coup débarquaient là-dedans plein de gens qui voulaient leur imposer des lois dont ils n'avaient absolument pas envie parce qu'eux avaient le sentiment d'inventer autre chose. Et on va voir apparaître donc de plus en plus des groupes qui vont s'engager politiquement. C'est-à-dire d'une certaine manière, le politique au sens large s'occupe d'eux, et ben ils vont s'occuper de politique. Donc on va voir émerger par exemple, typiquement, le mouvement du logiciel libre autour du noyau donc, qui s'appelle Linux et du système GNU, donc d'où le GNU d'ailleurs, et d'un monsieur qui s'appelle Richard Stallman. C'est une histoire assez marrante, hein. Stallman justement faisait partie du labo d'intelligence artificielle du MIT, et puis à l'époque on protégeait rien du tout, le code était complètement ouvert, et puis un jour il y a eu une imprimante Rank Xerox qui a fait du bourrage papier, elle les faisait vraiment à répétition, ça commençait à le faire tuer. Donc il a essayé de réparer le truc, enfin voilà, en gros il a voulu changer le code et il s'est rendu compte que c'était pas possible parce que c'était tout fermé. Alors là il a vraiment pris vapeur, il s'est dit il est en train de se passer un truc pas bien, il y a de plus en plus de brevets, il y a de plus en plus de licences et ça nous empêche de bosser correctement. Et donc il a fondé le mouvement du logiciel libre pour ça, en disant on ne va pas commencer à nous enfermer. Donc ça on reste encore beaucoup dans le code, hein. On va voir aussi émerger des groupes d'advocacy, comme on dit en anglais, il y a un terme français un peu plus... Ouais, plaidoyer.
Donc l'Electronic Frontier Foundation dont je parlais tout à l'heure, qui se lance, elle, au début des années 90, parce qu'à l'époque, il y a beaucoup de procès de hackers, et donc ils sont quelques-uns à lancer une organisation pour dire on va aller voir les politiques et on va leur expliquer ce que c'est Internet. On va essayer de leur faire comprendre, parce que manifestement, il y a quand même un gros gap culturel et ça ne va pas du tout. Donc ça, c'est de l'engagement politique très direct. Hein. Là, vous avez le logo de la Quadrature du Net, qui est donc l'association de défense des libertés en ligne française, qui s'est montée au moment de la négociation autour du paquet télécom en Europe en 2009, qui a été très active autour du débat sur la loi Hadopi et qui continue évidemment à se mobiliser beaucoup. On a des hackers qui vont intervenir de plus en plus sur la scène publique, et c'est le cas du Chaos Computer Club de Berlin notamment, qui de plus en plus, à qui de plus en plus on demande de l'expertise. Il faut savoir que le CCC, par exemple, c'est une vraie institution. Enfin, ils sont experts auprès de la haute cour de justice allemande. C'est-à-dire que les autorités leur reconnaissent une capacité d'expertise et donc font appel à eux. Mais du coup, c'est vrai que ça veut dire qu'ils rentrent aussi dans le jeu politique. On a les activistes de l'information libre. Donc là, vous avez le logo de Wikileaks, qui donc va devenir vraiment très public à partir de 2010-2011, autour de la question de la transparence et de la circulation de l'information au sens le plus large du terme. On a ce qu'on appelle des clusters, parce qu'on ne peut pas vraiment dire c'est des groupes, c'est c'est des groupes, mais aux frontières extrêmement mouvantes et très souples. Donc il y a Anonymous, par exemple, dont évidemment tout le monde a entendu parler. Il y a Telecomics, qui sont des gens qui ont été très actifs au moment des printemps arabes dans tout ce qui était soutien aux cyberdissidents pour leur apprendre à se protéger, à communiquer de manière sécurisée. Et puis il y a aussi les partis pirates qui là sont une entrée dans le champ politique sous une forme qui est une forme politique traditionnelle, même si bien évidemment ce qu'ils veulent, c'est perturber un peu le jeu classique. Derrière tout ça, il y a l'idée quand même, et c'est pour ça que je disais que le hacking peut s'appliquer à énormément de choses, il y a l'idée que la politique est un système comme un autre, au bout du compte, et que, comme tout système, on peut donc le comprendre, le bidouiller et le détourner. Et un chercheur suédois qui est par ailleurs un des fondateurs de Telecomics, qui s'appelle Marcin de Kamiński, a une définition que je trouve très claire justement du hacktivisme, c'est celle-ci: comprendre et hacker les processus politiques, parce qu'effectivement, c'est vraiment ça. Alors, c'est une démarche qui se déploie essentiellement sur 3 terrains, on va dire. Le premier, c'est la question de la communication, encore un petit chat, hein, voilà. La question de la communication, effectivement, l'information doit être libre, ça veut dire qu'elle doit pouvoir circuler et qu'on doit pouvoir communiquer en toute liberté. Alors ça se joue à plusieurs niveaux, ça se joue au niveau du réseau. On va trouver des gens qui, par exemple, montent des fournisseurs d'accès à Internet associatifs pour reprendre en main son Internet. Il y en a un qui existe en France depuis le tout début des années 90, hein, qui s'appelle French Data Network, FDN. Il y en a de plus en plus aujourd'hui parce qu'ils essaiment de plus en plus en région, et puis il commence à y en avoir en Belgique et puis aux États-Unis, etc. Donc on sent que ça correspond probablement à un besoin. Ça peut aussi être reconstruire le réseau quand il est cassé. Il y a quand même une histoire fabuleuse là-dessus. Enfin, moi je trouve ça très très beau. En janvier 2011, alors qu'il commençait à être extrêmement contesté et qu'il n'avait pas du tout envie que l'Occident sache trop ce qui se passait place Tahrir, Hosni Moubarak a coupé Internet. Enfin, en gros, il a demandé aux fournisseurs d'accès égyptiens de couper le réseau purement et simplement, et l'Égypte s'est retrouvée coupée de la carte du réseau. Du jour au lendemain, les gens de Telecomics dont je parlais tout à l'heure ont fait quelque chose évidemment de très symbolique, mais en même temps de très intéressant. Ils ont été recherchés dans des vieux greniers, des modems 56K. Je ne sais pas si vous avez connu ça, c'était ceux qui faisaient du bruit là. Et puis ils ont rétabli des lignes justement en association avec FDN pour pouvoir que l'Égypte puisse se connecter, et ils ont envoyé ces modems à la frontière égyptienne. Une solution low-tech à un cas de censure brutale et avérée. Ils ont reconnecté, je ne sais pas, peut-être quelques dizaines, peut-être quelques centaines de personnes. Évidemment, par rapport aux millions d'Égyptiens, c'est très peu. Sauf qu'à un moment donné, c'est quand même dire à un dictateur qui a décidé de couper tout le réseau pour qu'on ne sache pas ce qui se passe, que non, on va le reconstruire, le réseau, y compris
en trouvant des solutions auxquelles on ne penserait pas forcément, parce que c'est vrai que les modems 56K, ça prenait la poussière partout. Et quand je parlais de créativité, d'inventivité, c'est aussi ça. Il y a une chercheuse australienne qui s'appelle Suelette Dreyfus, qui a elle aussi une très très belle définition du hacking. Elle dit c'est trouver des solutions innovantes à des problèmes complexes. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Et l'innovation, ça peut être aussi effectivement la jouer complètement low-tech. Il y a des gens qui font du Wi-Fi maillé, c'est-à-dire ils mettent en réseau des terminaux mobiles, hein, essentiellement, pour faire de la mutualisation de connexion. Ça se déploie par exemple à Berlin, ils font ça, mais là où il n'y en a pas forcément des masses besoins, mais surtout ça se déploie dans certains pays d'Afrique, par exemple. Enfin, il y a eu des expériences en Afrique du Sud comme ça, pour mettre de la connectivité là où tirer de la fibre, ça serait tout simplement pas possible financièrement. Et puis alors, bon, il y a aussi, ça c'est toujours le côté qui fait un peu rêver, mais j'ai aussi rencontré des gens qui justement veulent faire du Wi-Fi maillé sur les bateaux, pour que les bateaux puissent communiquer entre eux. Des gens aussi en Allemagne hein, qui sont en train d'ailleurs de créer un réseau de stations au sol pour communiquer avec des satellites qui sont déjà là-haut et qui servent déjà, pour peut-être un jour, je ne sais pas, dans 10 ans, dans 15 ans, faire une espèce d'internet bis. Donc voilà, il n'y a aucune zone qui ne peut échapper au réseau, manifestement, dans leur tête, puisque y compris les océans, l'espace, etc. Donc ça, c'est pour le réseau. Il y a aussi tout ce qui est, ça lui est lié hein, d'ailleurs, tout ce qui est la question de la neutralité de l'Internet. Ça, je trouve ça assez intéressant parce que, à la base, c'est vraiment un principe technique, hein, cette histoire d'information qui doit pouvoir circuler. La neutralité du net, ça veut dire qu'une information doit pouvoir parvenir de son émetteur à son récepteur sans être ni empêchée, ni altéré. C'est effectivement un principe technique d'efficacité. Appliqué au réseau de manière générale et à ce qui circule, la neutralité du net, ça veut dire que pour que le réseau soit intelligent, il faut que les tuyaux, eux, soient bêtes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils fassent de discrimination. Et ça, pourquoi c'est important? Parce que c'est toute la question des intermédiaires techniques. Voilà, c'est qu'est-ce que font les fournisseurs d'accès les fournisseurs d'accès à qui, par exemple, on demande de bloquer certains contenus? Est-ce que c'est bien au FAI de le faire? Enfin, c'est quand même des vraies questions, ça. Quid des réseaux sociaux, par exemple? Est-ce que quand il y a des tweets haineux sur Twitter, est-ce que c'est à Twitter de décider de quel contenu doit passer et de quel contenu ne doit pas passer? Ou est-ce que c'est un juge? Enfin, c'est des questions qui sont assez fondamentales parce que c'est vraiment la liberté d'expression qui est en jeu derrière ça. Et ce que disent les hackers et les activistes, c'est que ça n'est pas à l'infrastructure de savoir ce qui doit circuler ou ne pas circuler, que ce sont des questions de société qui doivent être gérées effectivement par la société et pas par le biais technique. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Et puis alors le dernier aspect qui en découle aussi, hein, c'est ce qu'on appelle dans ces petits milieux le data love, voilà, avec ce petit symbole là. L'amour des données, c'est vraiment cette libre circulation de l'information, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Donc ça veut dire lutter contre la censure, donc ça veut dire se battre pour la liberté d'expression tout simplement au quotidien, ça veut dire faire circuler l'information au maximum, ça veut dire protéger les lanceurs d'alerte. Il y a aujourd'hui de vraies circulations hein, entre ce qui se passe dans les communautés hackers et puis tout ce qu'on voit autour de gens comme Edward Snowden par exemple, la question de la protection des lanceurs d'alerte, donc ces gens qui vont décider à un moment donné de dire ce qui se passe dans l'organisation pour laquelle ils travaillent parce qu'ils pensent que c'est pour le bien de la communauté. Voilà, il y a vraiment des points de jonction très forts. Donc la communication, le deuxième terrain, c'est le terrain du partage, parce que ça c'est pareil, on va dire là pour le coup c'est aussi complètement identitaire. Le libre accès à la connaissance, hein, je le disais tout à l'heure, est fondamental. Ça concerne évidemment le code, et donc ça c'est tout le mouvement du logiciel libre, hein, ce que je racontais à l'instant à propos de Richard Stallman. L'idée, le principe du logiciel libre, c'est qu'on doit pouvoir librement exécuter, modifier, copier et distribuer un programme. Stallman lui-même dit c'est liberté, égalité, fraternité. Donc comme quoi il doit être un petit peu imprégné de culture française. Il parle d'ailleurs un français absolument parfait. Donc dans le code, en fait, les premiers hackers ne protégeaient absolument pas leur travail. Ça, c'est vraiment venu après. Et le mouvement du logiciel libre, c'est un mouvement qui justement revendique le droit de fonctionner comme ça fonctionnait au début, sans forcément être soumis à des interdictions, à des limites, etc. Ça ne concerne pas que le code, ça concerne aussi évidemment la connaissance
au sens large. Ça, c'est vraiment tout ce qui est construction collaborative des savoirs. Le principe du wiki, par exemple, ça c'est quand même une invention assez fabuleuse. Hein. On trouve toujours beaucoup de défauts à Wikipédia, mais enfin, quand on voit le nombre de pages que ça propose en, je crois, 284 langues, 1,8 million de contributeurs, enfin, c'est d'une richesse absolument incroyable. Et ça, c'est pareil, ça fait vraiment partie de la culture hacker, l'idée que ça fonctionne voilà, en circulant, en négociant ensemble et en élaborant surtout ensemble. Il y a un autre système que j'aime bien qui commence à servir pour autre chose que du code. D'ailleurs, les informaticiens connaissent ça. C'est un programme qui s'appelle Git et qui permet justement de tracer des versions d'un programme et les embranchements d'un programme. Bah, ça commence à servir par exemple sur GitHub, qui est une des plateformes où on dépose a priori plutôt des programmes. Maintenant, il y a des gens qui déposent des recueils de recettes de tacos par exemple, et il y a des gens qui font des forks, il y a des gens qui proposent d'autres versions, donc ça donne des choses toujours assez marrantes. Il y a la question de la culture, et ça on sait à quel point c'est un enjeu compliqué et où il peut y avoir une différence entre on va dire les normes sociales et les normes légales, parce que pour les gens qui ont connu un peu le début de l'internet grand public, le fait de copier de la musique, de l'image, etc., c'est quand même venu extrêmement tôt. Et puis bon, bah, après, c'est devenu un petit peu compliqué parce qu'il y a quand même eu une réaction assez virulente des industries culturelles. Dans ces milieux-là, on s'interroge sur comment aujourd'hui réinventer le droit d'auteur sans empêcher le partage, à l'heure de, on va dire, pour prendre une expression un peu prétentieuse, hein, la reproductibilité technique totale, quoi. C'est-à-dire, enfin, c'est un morceau de musique, on peut le dupliquer à l'infini aujourd'hui. Et donc, c'est tout le principe, par exemple, des licences Creative Commons, où l'auteur garde des droits, mais où il va en décider finalement. Voilà, c'est est-ce que je crée quelque chose? Est-ce que je veux être cité à chaque fois que c'est repris? Est-ce que j'autorise des modifications? Est-ce que quand on utilise ce que j'ai fait, on doit le partager de la même manière après, etc. Enfin, il y a quand même une réflexion hyper intéressante autour de ça. Parce qu'on entend parfois dire, finalement, tous ces gens-là, ils sont pour la gratuité totale. C'est pas vrai du tout. Hein. Enfin, moi, c'est quand même des communautés où j'ai entendu justement les réflexions les plus avancées et les plus abouties sur comment on réinvente le financement de la culture, comment on réinvente la possibilité pour les auteurs de vivre de leur art, quoi. Il ne s'agit absolument pas de dire c'est open bar. Un type comme Stallman, par exemple, il crée des trucs hyper compliqués, des espèces d'équations hallucinantes sur comment rémunérer les auteurs. Enfin, ça donne des débats parfois très très pointus. Mais en tout cas, il y a une vraie réflexion autour de ça. Et puis alors, le dernier aspect auquel j'imagine vous serez sensible, maintenant que vous avez un Fab Lab, c'est la question du matériel et de ce qu'on appelle le passage des bits aux atomes. C'est l'émergence du mouvement maker, donc c'est les Fab Labs, c'est les hackerspace qui sont un peu la même chose en plus bordélique, on va dire. C'est ce qui se passe autour des imprimantes 3D, c'est l'idée que de la même manière, le matériel, on peut l'ouvrir et le partager et qu'on va comme ça augmenter la connaissance. Enfin, l'imprimante 3D est un très bon exemple parce qu'effectivement, maintenant, il y en a plein de variétés qui sont tous documentés. On peut même construire voilà, sa propre imprimante 3D parce que les plans sont en libre accès. Et moi, j'ai croisé, par exemple, il n'y a pas très longtemps, un garçon donc, qui est à Nancy et qui a fait une version pliable de l'imprimante 3D. Voilà. Ça tient dans une valise, le plateau se plie en deux et il peut la trimballer partout. Et des forks comme ça, donc des embranchements, il y en a plein. Et ça, c'est quand même vachement intéressant parce que c'est la possibilité quand même, voilà, de pouvoir aussi relocaliser certaines productions, de faire émerger des modèles économiques un peu innovants. Tout ça doit pas mal, je crois, à une entreprise de Turin, qui est l'entreprise Arduino, qui a eu cette idée de génie de commercialiser des microcontrôleurs open source, hein, là encore, hein, les plans sont librement accessibles, les modes d'emploi sont librement accessibles, etc. Et qui du coup ont donné une espèce de coup de boost aussi à cet aspect-là, parce que maintenant, voilà, il y a des gens qui travaillent sur des tas de projets un peu partout autour de ces microcontrôleurs pour faire des objets parfois très utiles, parfois beaucoup moins, pour faire des robots. Enfin, je veux dire, maintenant, la robotique est quand même à la portée de tout un chacun. Je veux dire, ça n'a quand même pas toujours été le cas. Donc le partage. Et puis alors, dernier point
c'est la fameuse frontière public-privé qui devient extrêmement sensible en ce moment. Voilà, avec on va dire un des emblèmes de ce débat extrêmement compliqué, le charmant Mark Zuckerberg, qui pense, lui, effectivement, que la vie privée est un peu surestimée aujourd'hui. Donc on puisse dire que c'est quand même plus compliqué que ça. La frontière publique-privée, pourquoi? Parce qu'à la fois, il y a une très forte intervention, un très fort engagement pour tout ce qui est transparence des institutions, dans tous ces mouvements qu'on appelle de gouvernance ouverte. Par exemple, en Tunisie, les hackers tunisiens sont très investis dans le mouvement OpenGov, qui voilà, consiste à rendre public, par exemple, tous les débats de l'Assemblée constituante, etc. C'est une aspiration qui est une aspiration sociale profonde, je pense, la transparence des institutions, mais c'est vrai qu'ils se retrouvent évidemment complètement là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'on est pour la transparence totale du tout, parce que l'autre aspect, c'est ce qu'on appelle en bon français la privacy, le droit à la vie privée. Ça peut être un objet de débat, c'est-à-dire que moi j'ai aussi croisé des gens qui pensent que finalement la vie privée pourrait éventuellement être un combat d'arrière-garde. C'est ce qu'on appelle la post-privacy, donc l'après-vie privée. Il y a quand même à l'heure actuelle plus de gens qui pensent qu'au contraire ça doit particulièrement se protéger, surtout en ce moment. La devise de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, c'est pas que sa devise à lui d'ailleurs, c'est Transparency for the powerful, privacy for the weak. Donc le droit à la vie privée pour les faibles et la transparence pour les puissants. C'est pas du tout la transparence absolue. C'est au contraire, c'est selon d'où on se place, selon qu'on est en situation de pouvoir ou pas, on doit avoir droit à la vie privée. Et ça va évidemment rejoindre toutes les questions qui se posent aujourd'hui autour de l'anonymat, autour du chiffrement des communications. C'est des débats qui sont assez complexes, parce que bon, je vous apprends rien sur le fameux scandale des écoutes de la NSA. Enfin, on est quand même dans une situation où on sait que, en gros, tout ce qu'on communique en clair sur le réseau a quand même de très très fortes chances de se retrouver au chaud dans des data centers de l'Utah pendant plusieurs années, sans qu'on sache très bien d'ailleurs comment c'est utilisé. Et du coup, il y a un vrai débat sur à quel point on peut trouver des solutions techniques à ça, parce qu'il y a des solutions techniques, et notamment chiffrer les communications ou chiffrer les protocoles de communication. Vous savez que c'est ce que vous faites typiquement quand vous consultez votre compte bancaire, il y a un petit S en haut dans le navigateur, ça veut dire que c'est chiffré. Donc est-ce qu'il faut étendre ça par exemple à l'ensemble de la consultation web? Enfin, est-ce qu'on est dans des solutions techniques, ou est-ce que c'est d'abord un enjeu politique, et est-ce qu'il faut d'abord se battre sur le terrain politique pour empêcher que ça se passe, quoi, tout simplement. Et puis alors le dernier point, et alors là ça rejoint encore typiquement notre ami Mark Zuckerberg, c'est la question de la décentralisation, parce que le vrai problème aujourd'hui, et notamment un des aspects révélés par Edward Snowden, c'est que ces gros silos à qui on donne d'ailleurs nos données de notre plein gré, que ce soit Facebook, Google, Amazon et j'en passe, sont évidemment extrêmement tentants pour des agences de renseignement qui veulent faire de la surveillance à grande échelle, et que probablement une des solutions c'est de reprendre la main sur nos données et c'est de redécentraliser ce qui au départ l'était et ce qu'il est effectivement de moins en moins, parce qu'on se rend bien compte à quel point aujourd'hui il y a des gros points de passage pour accéder à Internet. Il y a énormément de gens qui utilisent essentiellement Facebook, Twitter et Google. Ça effectivement c'est pas tout à fait de la décentralisation. Donc il y a des tas de projets pour trouver d'autres outils. Il y a eu des concurrents à Facebook, des concurrents à Twitter. Bon, c'est un peu compliqué, c'est le moins qu'on puisse dire, ça prend pas forcément. Il y a des gens qui travaillent par exemple sur un équivalent open source et décentralisé à Gmail. C'est un projet qui intéresse pas mal de monde, qui peut-être va donner quelque chose. Donc on voit aussi à quel point ils cherchent évidemment de ce côté-là à essayer de trouver des solutions aux problèmes auxquels on se heurte. Et donc du coup, moi j'aurais tendance à voir ces communautés finalement, il est mignon aussi celui-là, comme des interfaces entre les questions techniques et les questions politiques. Parce que bien évidemment, la matrice de tous ces gens, de toutes ces communautés, c'est une matrice technique, ça structure le système de valeurs. Enfin, on voit à quel point, en fait, la question de l'efficacité
technique a aussi conditionné tout un tas de comportements et tout un tas de valeurs qui ont une vraie portée politique. Il peut même y avoir parfois du déterminisme technologique. Quand on prend la question du chiffrement, pour moi c'est assez flagrant, c'est-à-dire que quand on reprend les premiers qui se sont battus pour la cryptographie civile aux États-Unis à partir de la fin des années 60 et puis beaucoup dans les années 90, à une époque où c'était compliqué parce qu'en l'occurrence il y avait, en gros c'était sous le contrôle de la NSA à l'époque, et on n'avait pas trop le droit de faire de la cryptographie avancée quand on travaillait pas pour les gouvernements, donc ça n'a pas été évident, mais c'était quand même des gens qui pensaient qu'on allait sauver la vie privée avec les mathématiques. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir parfois une espèce de conviction qu'il existe toujours une solution technique à un problème. Et c'est pas forcément toujours le cas, mais c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'ils se rendent compte de plus en plus que tout ça est évidemment extrêmement politique, à la fois parce que ça structure aussi des comportements, et puis parce qu'aujourd'hui les enjeux sont politiques, c'est des rapports de pouvoir, enfin, je veux dire, tous les problèmes qui existent sur Internet aujourd'hui, c'est des questions typiquement de rapport de force. Donc ils se rendent bien compte à quel point les solutions, elles ne sont pas toujours avec des 0 et des 1. Donc c'est évidemment très politique. C'est évidemment très lié aux libertés sur Internet. La politique a rattrapé le réseau par plein d'aspects, et notamment la surveillance, et notamment le contrôle. Et tout ça, c'est quand même des questions de liberté fondamentale. Ces gens-là sont devenus visibles justement à cause de ça, et je pense que ça n'est pas terminé parce qu'ils le sont en réalité de plus en plus. Et puis c'est très politique aussi parce que ça ouvre pas mal de perspectives. Moi je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le hacking, c'est cette idée qu'on se réapproprie vraiment les choses, qu'on se réapproprie les outils. Cette notion d'empowerment, elle est centrale souvent dans leur discours et leur pratique, et c'est vrai que ça ouvre des pistes intéressantes. On se réapproprie et en même temps on partage. Quand on voit l'émergence des hackerspace et des Fab Labs, c'est de dire chacun va pouvoir produire lui-même. Enfin, je veux dire, ça change quand même vachement de choses, quoi. Enfin, en tout cas, ça ouvre des possibilités hyper intéressantes. Et puis même en termes de modèle économique, une entreprise comme Arduino, j'en parlais tout à l'heure, ceux qui font ces petits microcontrôleurs qui servent maintenant à faire, je sais pas quoi, des capteurs de température, de la domotique, de la maison connectée ou des robots, tout est complètement ouvert. Les plans donc sont librement accessibles, etc. Donc le fondateur d'Arduino sait pertinemment, par exemple, que les 3/4 des microcontrôleurs vendus sur la planète sont des clones chinois. Il le sait, mais c'est pas pour ça qu'il va fermer, parce que lui, il dit tant que ma boîte, elle continue à fonctionner bien, tant que j'ai suffisamment d'argent pour la développer, pour innover, etc., tant mieux. Et là, on se dit, il est peut-être en train de se passer quelque chose quand même. Enfin, en tout cas, ça laisse la possibilité d'imaginer des modèles économiques qui ne seraient pas forcément fondés sur l'ouverture, l'accumulation, etc., quoi. Alors, pour terminer, vraiment, pour le coup, qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça ? Moi, il y a 3 aspects qui me semblent hyper intéressants dans toute cette histoire et dans tout ce que j'ai pu voir, entendre, côtoyer, etc. Il y a ce qu'ils appellent la douocratie, c'est-à-dire le pouvoir est à celui qui fait. Enfin, il y a vraiment une valorisation de l'initiative individuelle qui peut être questionnante, aussi, parce que comment ça s'articule avec la démocratie, tout ça, mais en tout cas, il y a quand même une valorisation de l'initiative, de mettre les mains dans le cambouis, d'y aller, etc., de faire des choses, comme dirait l'autre, voilà. Sauf que il y a aussi toute cette notion de réappropriation, de faire des choses soi-même, de comprendre ce qu'on fait, donc je la préfère plutôt comme ça. Voilà, just do it yourself. Et puis, il y a aussi un sens quand même du collectif, de la collaboration, de l'échange, qui est extrêmement fort. Et donc, du coup, je le reformulerai plutôt comme ça. Faites-le vous-même, mais surtout ensemble. Je trouve que c'est moi, en tout cas, c'est ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai perçu, c'est ce que j'ai entendu de tous ces gens que j'ai rencontrés. Et je trouve que c'est une assez jolie devise. Ça, c'est... Voilà. Si vous avez des questions, allez-y. Donc j'ai écrit un livre, il est pas cher en e-pub, il n'y a pas de DRM, il n'y a pas de verrou numérique, vous pouvez même le copier, le filer à vos potes. Et si vous avez éventuellement des questions pour après, pour plus tard ou pour dans un an, j'ai une adresse mail. Et ça, le premier qui arrive à savoir ce que c'est, il gagne une bière.
le raccourci de ma clé de chiffrement de mail. Voilà. C'est vrai? Ah bah bière alors. Ok, ça marche. Bravo. Vous confirmez qu'elle l'a bien dit quand même, elle n'est pas en train de m'enfumer? Ah bah bravo. Congrats. Eh ben j'ai tenu à peu près les 40 minutes, je crois, donc tout va bien. Même un peu plus. Avez-vous des questions? Questions, réactions je sais pas, des gens qui sont pas du tout d'accord, allez-y, c'est open bar, je suis là pour ça. Hein. On va l'apprendre. Merci. Pas de rien. Vous avez vraiment pas de questions? Ah. Alors je crois qu'il y a un... Est-ce qu'il marche l'autre? Ouais, d'accord. D'abord, merci. Alors il y a quand même évidemment ça me concerne puisque c'est aussi mon métier. Comme vous l'avez vu, on ouvre le Fab Lab à Tarbes, à l'UP, donc vous allez pouvoir aussi do it yourself, on fait un peu de pub. La question quand même sur ces milieux, c'est l'élitisme technologique. Voilà. Alors pendant des années en France, Amel et moi et d'autres, on fait partie d'une génération où on a appris à l'école primaire et assez vite au coder. Alors ça en a touché certains comme moi, qui ont continué. Ça en a touché, ça en a remuté d'autres. Ce qui peut arriver, mais c'est pas grave. Il y a eu un truc dans l'éducation, c'est qu'on a plus appris à faire des outils, mais à utiliser des outils. Et c'est une grande victoire de Microsoft quand même. Aujourd'hui en Angleterre, ils sont en train de revenir dessus. Voilà, mais ça pose quand même un problème pour l'accès à toute une population, à toute une génération de l'accès aux technologies. Et les étudiants ici le savent bien, aller rentrer dans le code, c'est pas si évident. Et il faut passer le miroir. Comme on pourrait dire en plongée, c'est le miroir. Et voilà, donc il y a une forme d'élitisme qui est compliquée. Et donc voilà, c'est la réaction, la réponse vis-à-vis de cette question. Bah non, mais ceci dit, alors c'est pas complètement faux, et ça pour le coup, ça découle vachement du point 1, 2, 3, 4 de l'éthique hacker, hein, celui sur on est jugé vraiment pour ce qu'on fait et pas pour ce qu'on est. Ce côté très méritocratique a évidemment un versant assez élitiste, hein, c'est clair. Alors après, moi je dirais que dans les communautés autour du hacking ou du mouvement maker, etc., c'est quelque chose qui est contrebalancé par la question du partage et de la transmission. C'est-à-dire, moi j'ai croisé des gens effectivement qui peuvent être, même dans leur manière d'être, hein, très élitistes. Enfin, c'est en gros, voilà, tu sais pas chiffrer tes mails, voilà, c'est bon. Et à côté de ça, j'ai aussi croisé énormément de gens qui sont dans une vraie démarche aussi d'éducation populaire et qui sont capables de passer des heures à expliquer à des gens comment utiliser tel ou tel outil, etc. Donc, et parfois d'ailleurs, les mêmes personnes peuvent être parfois très élitistes et parfois très justement dans la transmission. Donc, je crois que c'est très humain. Mais ceci dit, la remarque que tu soulèves, effectivement, celle de l'accès au code, elle est absolument fondamentale. Moi aussi, hein, je fais partie de la génération plan informatique pour tous. Voilà, où on avait des ordinateurs, enfin c'est bon, voilà, tant que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais le premier ordinateur qui arrivait chez moi, il n'y avait pas de souris. Je crois qu'il y avait un crayon optique, un truc, mon Dieu, mais c'était... Bon, bref. Et puis, il n'y avait pas d'icône, quoi. Il fallait taper des trucs, et en général, il fallait taper des instructions, et on ne pouvait communiquer et s'amuser avec un ordinateur qu'en apprenant des rudiments de programmation. On n'avait pas trop le choix. Donc, ça fait aujourd'hui probablement que j'ai pas du tout peur des ordinateurs, mais c'était... effectivement, nous, on a été forcés. Donc, on a effectivement intégré un certain nombre de notions, et je pense que pour les gens de cette génération-là qui ont eu accès à ce type d'outils, l'informatique n'est pas magique. Pour beaucoup de gens, c'est vachement magique.
logique, quoi. L'ordinateur, il fait des trucs, des fois il plante, on a l'impression que c'est la météo parce qu'il est possédé par un esprit malin. Enfin, il y a énormément d'utilisateurs qui sont complètement démunis quand il se passe un truc, quand ça plante, ils savent pas quoi faire. Et moi, je trouve ça plutôt intéressant et plutôt encourageant qu'il y ait de plus en plus de gens aujourd'hui qui se posent effectivement la question de l'accès au code, et pas d'ailleurs tant l'accès au langage informatique, parce que ça bouge quand même assez régulièrement, peut-être un peu moins maintenant, mais enfin moi j'ai appris à programmer en Turbo Pascal à une époque, c'est dire, mais de l'accès aux notions de programmation, au raisonnement logique, etc. Et il y a de plus en plus d'initiatives où on apprend à des gamins à coder, par exemple. Moi j'ai assisté à des coding goûtés avec des mômes de 12 ans qui étaient vachement plus balèzes que moi. Et puis alors effectivement en Angleterre ça revient à l'école, on se pose la question effectivement en France de à partir de quand le faire, mais oui, je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience que tout simplement pour comprendre le monde dans lequel on est, il faut pouvoir, il faut désacraliser le truc, il faut être capable non pas de fabriquer des générations entières de programmateurs informatiques parce que c'est pas ça l'enjeu, mais de fabriquer des générations de gens qui n'auront pas peur de ces outils-là et qui au besoin seront capables de comprendre comment ça marche, quoi. Et de fait, ça devient une question qui n'est plus seulement une question économique de comment former les développeurs de demain ou une question technique, ça devient une question de citoyenneté, parce que tout autour de nous, il n'y a que ça, quoi. Depuis, je veux dire, bientôt on aura nos frigos connectés, d'ailleurs ça commence, y compris les premiers hackings, les premiers piratages de frigos, etc. Enfin, voilà, oui, maintenant on peut avoir des frigos qui envoient du spam mais on n'est même pas au courant. Donc pour être capable d'appréhender cet univers-là, effectivement, il faudra pouvoir avoir un rapport à l'outil qui ne soit pas un rapport d'angoisse, de dépossession totale. Et oui, ça devient vachement fondamental. Et effectivement, c'est un moyen aussi de combattre le côté parfois élitiste, parce qu'il peut y avoir une tentation un peu de nouveau clergé technique, finalement. Maintenant, les gens qui savent coder, c'est un peu eux qui ont le pouvoir, quand même. Donc ça pose pas mal de questions. Ouais. Et ceux qui ont le réseau, ils ont le pouvoir, oui, évidemment. D'autres questions, d'autres remarques? Ouais. Votre position par rapport à Google Ouais, c'est dur d'avoir une position par rapport à Google. C'est vachement... Alors, c'est marrant parce qu'il y a toujours une position assez ambivalente vis-à-vis de Google, au sens où les mecs, c'est quand même des génies, quoi. Non, mais vraiment, ils ont inventé le moteur de recherche. Ouais, il y en avait avant, mais c'était pas efficace, quoi. C'était pas bien. Google arrive avec un truc qui, en plus, moi, je connais des gens qui sont pour le coup de vieux indigènes de l'internet qui disent à l'époque, il y avait plein de gens qui disaient Google, ça marchera jamais parce que c'est moche. Bon, en fait, ça marche à mort parce que c'est hyper efficace et ça ne plante jamais, quoi. Donc, à la fois, c'est des génies, c'est des visionnaires, et en même temps, ils ont construit une espèce de truc complètement tentaculaire, parce que maintenant, ils ont du mail, ils ont la vidéo avec YouTube, ils ont le moteur de recherche, ils sont capables... on leur donne un nombre d'informations hallucinant dans différents domaines, en faisant des requêtes, en envoyant du mail, en allant voir de la vidéo, en postant des photos, je ne sais plus ce que c'est leur service de photos, etc. Et je veux dire, des analyses de big data derrière ça, ça fait super flipper, quoi. Donc en gros, oui, ça a quelque chose d'extrêmement flippant. Et puis alors en plus, pour le coup, à la fois c'est des génies et des visionnaires, mais en même temps ils n'ont pas trop de limites, quoi. Il faut écouter parfois les discours des deux fondateurs, Larry Page et Sergey Brin. Oui, je suis par certains côtés très admirative, mais en même temps les mecs, quand ils disent nous notre rêve c'est d'avoir une île, d'être sous les lois de aucun gouvernement et de faire absolument ce qu'on veut. Moi, j'ai pas du tout envie de vivre dans ce monde-là où les mecs de Google, ils feraient ce qu'ils veulent. Donc, c'est à la fois, Google, c'est une espèce d'expérience à la fois formidable et super flippante. Et puis, je sais pas, les Google Glass, ça pose vachement question, quoi. On va tous se balader avec ça sur le nez, on se filmera en permanence. Jusqu'à quel point on ne pourra pas demander aussi à ce qu'on voit autour de nous. J'ai assisté à une conférence hyper intéressante d'un intellectuel d'origine bulgare, j'espère que je ne dis pas de bêtises, qui vit aux États-Unis, qui s'appelle Evgeny Morozov, qui réfléchit beaucoup justement à toutes ces questions-là. Et il disait, si on peut par exemple programmer nos Google Glass pour qu'elles effacent
les SDF dans la rue? Quelle vision on a de la réalité? Si on demande à nos Google Glass de calculer le meilleur trajet entre chez nous et le taf, en passant que par des quartiers où il y a des boutiques, où c'est clean, voilà, où on ne voit pas la vraie vie. C'est quoi notre rapport à la réalité? Enfin, voilà, ça pose aussi question sur quel va être demain notre rapport à notre environnement, quoi. La réalité augmentée, ça peut être aussi la réalité reconstruite complètement. Enfin, donc voilà, ma position par rapport à Google, c'est que je trouve, par plein d'aspects, je les trouve hyper forts, et en même temps, ils me font encore plus... Enfin, pour le coup, je trouve ça encore plus effrayant en réalité à terme que les tentatives de gouvernement pour faire de la surveillance. Parce que c'est vraiment... C'est des vrais hackers, pour le coup. Ils sont hyper inventifs. Mais voilà, la question, effectivement, c'est pour quels usages, quoi. Et justement, qu'est-ce que vous pensez du système Tor? Ah, alors là je pense que vous me posez la question parce que vous avez tous vu ce merveilleux reportage d'Envoyé spécial sur « Waouh, ils se vendent la drogue sur Internet ». Tor est un outil, donc le principe de Tor, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réseau qui anonymise la connexion en passant par 3 nœuds. Il y a un nœud d'entrée, il y a un relais, il y a un nœud de sortie. C'est chiffré à chaque fois entre les nœuds, sauf à la sortie, ce qui fait qu'en réalité, on ne peut pas savoir à la connexion sortante d'où elle venait au départ. Donc quand, par exemple, j'utilise Tor, pour le serveur auquel je vais me connecter, on aura l'impression que c'est quelqu'un qui se connecte depuis l'Allemagne, la Slovénie ou le Texas. Tor a sauvé des vies. Et ça, voilà, on le sait. Parce que Tor est un outil qui sert à des cyberdissidents à être sur le réseau sans se faire repérer. Tor, ça sert à des Iraniens pour pouvoir aller sur un Internet non censuré. Tor, ça sert à des Chinois pour passer à travers le grand firewall de Chine. Et en même temps, oui, bien sûr, il y a des gens qui se cachent dans Tor pour faire des trucs absolument dégueulasses. Donc oui, bien sûr, voilà, pour le coup, c'est l'exemple typique d'une technologie qui peut être utilisée pour faire des choses formidables et pour faire des choses dégueulasses. Est-ce que ça veut dire qu'au nom de la lutte contre les choses dégueulasses, il faut se passer d'un outil comme ça? Moi, je ne crois pas. Et surtout aujourd'hui, je veux dire, dans un contexte où on est surveillé en permanence, est-ce qu'on peut se passer des outils d'anonymisation et de chiffrement au nom de la sécurité? Je ne crois pas. Là, pour le coup, c'est vraiment un point de vue de citoyenne, hein, c'est même plus un point de vue journalistique. Et puis moi, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup dans ces reportages sur le Darknet. Ça ne choque absolument personne que quand on est à la campagne, autour du feu avec ses potes, on ne puisse pas savoir ce qu'on se raconte. Ça ne choque absolument personne que quand je me balade dans un champ, il n'y ait pas une caméra de surveillance derrière moi. Pourquoi est-ce que ça choque tellement de monde, les zones d'obscurité sur Internet? Comme si le principe de l'Internet était d'être totalement transparent. Enfin, pour moi, ce débat sur le Darknet, ça dit quelque chose de notre capacité en tant que société à tolérer qu'il y ait des endroits qui échappent au regard. Et ça, c'est quand même un truc, pour moi, fondamental, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, le fait qu'on veuille aujourd'hui d'un réseau où on peut tout regarder tout le temps et où il soit impossible d'échapper à ça? Enfin, ça veut dire quoi en termes de choix de société? Donc, on peut acheter de la drogue en passant par le réseau Tor, ouais, bien sûr, sauf que quand on regarde les bénéfices de Silk Road par rapport au marché mondial de la drogue, c'est une goutte d'eau. On peut acheter des armes en passant par Tor, oui, bien sûr. On peut aussi acheter des armes dans la rue. Donc, est-ce que le problème c'est l'outil ou est-ce que le problème c'est l'usage qu'on en fait? Et qu'est-ce que ce regard sur le Darknet, entre guillemets, dit de la société qu'on veut construire, quoi. Voilà. Autre chose? Non mais soyez pas timide, hein. Oui.
Alors, ce que dit aujourd'hui le smartphone, c'est qu'il y a eu un super retard à l'allumage et que les gens de chez Apple et de chez Google ont une fois encore été extrêmement malins et extrêmement forts, c'est-à-dire que ils ont construit effectivement des systèmes assez clos. Alors pas complètement. iPhone est un système clos. Effectivement, c'est contrôlé de A à Z. On peut absolument pas faire ce qu'on veut, sauf à le jailbreaker, évidemment, parce qu'il y a toujours des moyens d'échapper au truc. Mais voilà, pour avoir effectivement une application dans l'iStore, là, faut passer sous les fourches codines d'Apple, qui ne supportent pas la nudité, par exemple. Bref. Donc effectivement, on a un système qui est très clos. Android, c'est moins le cas, c'est un peu plus souple. Et puis, il commence à y avoir un système d'exploitation de smartphone qui, lui, pour le coup, est vraiment libre, qui s'appelle CyanogenMod. Mais effectivement, c'est pas à la portée de tout le monde, c'est clair. Donc, l'usage le plus commun du smartphone, c'est effectivement un usage qui est extrêmement contrôlé. Et oui, bien sûr que ça pose question de qui contrôle ça, de qu'est-ce que fait mon smartphone, parce que, je veux dire, moi j'en ai un aussi, mais je considère que c'est une boîte noire, quoi. Je sais pas ce qu'il fait. Peut-être qu'il fait des trucs que je lui ai pas trop demandé, et en général, c'est effectivement un peu ça qui se passe. Et donc, ça pose des vraies questions. Ça pose une double question, c'est-à-dire de la capacité, effectivement, des gens qui inventent des nouvelles solutions à trouver des alternatives à tout ça, à proposer autre chose. Ça pose aussi la question de quel pouvoir on laisse aussi à des boîtes comme Apple et Google. Là, pour le coup, je me suis pas forcément des masses appesanties là-dessus, mais est-ce qu'il est par exemple bien normal que nos rapports avec Apple, avec Facebook ou avec Google soient régis pas uniquement par les conditions d'utilisation? Ça se discute, quoi. Qu'est-ce qu'il advient de nos données? Tout ça, c'est pour ça, quand je dis c'est très politique, c'est parce que c'est des vraies questions de citoyenneté aujourd'hui. Et il pourrait très bien y avoir des cadres régulateurs, des cadres protecteurs. Je dirais, il y a des gens qui se posent des questions. En France, par exemple, il y a un Conseil national du numérique, avec des gens qui sont d'ailleurs plutôt intéressants, et qui ont plutôt envie d'améliorer les choses, et eux, ils se battent pour que il y ait des lois au niveau de l'Europe, qu'il puisse y avoir, par exemple, un traité international sur la protection des données, au même titre qu'il y a des traités pour protéger le climat. Alors, ça ne veut pas dire que ça va répondre à tout, parce qu'on voit bien qu'avec le climat, effectivement, on améliore les choses, mais que ça ne règle pas le fond du problème. Mais effectivement, c'est des questions qu'il faut se poser, ouais. C'est des questions qu'il faut se poser parce que, par plein d'aspects, on s'est laissé enfermer et on continue à se laisser enfermer. Et le problème n'est pas uniquement qu'il existe des portes de sortie, parce que ça, il y en a toujours. C'est à quel moment est-ce que ces portes de sortie sont vraiment accessibles au plus grand nombre. Sur l'ordinateur, c'est déjà compliqué. Moi, j'utilise un truc Linux, mais je veux dire, tout le monde ne le fait pas. Sur smartphone, c'est encore plus compliqué, parce que ça demande encore plus de connaissances techniques pour réussir à élargir un peu les bords, quoi. Donc oui, on se laisse enfermer, ouais. Il y a, du coup, si vous voulez continuer à discuter autour de... On peut aussi faire ça. Ça va être convivial. Tout à fait.